Directeur Jules, Radio Insolite, dans nos penates à Villeurbanne, alors que c'est un grand retour en direction d'Avignon. Alors, je ne sais pas si c'est en direction d'Avignon, je vais revenir, si je vais aller à Toulouse, si je vais aller sur la Sorgue, je suis un peu perdu parce qu'on a un globe-trotter face à nous, enfin, un monsieur qui a l'habitude, d'utiliser peut-être un stylo ou un clavier d'ordinateur et voilà. Bonjour Daniel. Bonjour Alain, comment vas-tu? Moi, je vais toujours bien. Le ciel est bien couvert sur Villeurbanne, il fait un peu frais et il semblerait que dans le sud de la France, vous ayez un peu de vent, mais vous avez quand même une température assez sympa, c'est bien ça? On s'accroche, il fait soleil, tu vois, je regarde un peu par la fenêtre, il fait soleil, mais si tu entends les tuiles qui bougent au-dessus de moi, c'est la tempête. Donc peut-être que le toit va s'envoler en même temps que notre conversation, mais ça fera de l'audience. Tempête, ça s'appelle le Mistral dans votre coin, je crois, c'est ça? C'est le Mistral, oui, oui, qui souffle à plus de 100 km/h depuis quelques jours, c'est affreux, mais enfin bon, on fait avec, hein. Bon, pour commencer, avant de commencer plutôt, est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, je suis un peu perdu. Est-ce qu'on est à Toulouse? Est-ce qu'on est à Avignon? Est-ce qu'on est à l'Île-sur-la-Sorgue? On est où en fait? On est à l'Île-sur-la-Sorgue Bah non, pourtant tu as un aujourd'hui. accent qui Demain, est ça pas pourra peut-être être Toulouse, mais aujourd'hui, c'est l'Île-sur-la-Sorgue. d'accord. Ah, pourquoi je parle de Toulouse? Tu parles de Toulouse parce que c'est ma ville de naissance. C'est la ville où j'ai grandi, où j'ai vécu une trentaine d'années avant de partir au Canada, dont tu as parlé il y a quelques secondes. Et en rentrant du Canada, je suis venu habiter en région avignonnaise, à l'île-sur-la-Sorgue, la jolie ville de l'île-sur-la-Sorgue. D'accord, Toulouse, Canada, c'est parce que Canada, il faisait un peu plus frais qu'à Toulouse, c'est ça, non? Ça, c'est certain. Ben, Toulouse, naissance, études, et puis une rencontre qui m'a emmené au Canada. Ma conjointe canadienne, qui n'est plus ma conjointe canadienne, voilà, Mmh. mais qui a fait que je suis parti là-bas pour 5 à 6 ans, où j'ai exercé dans la banque. Tu vois, on est loin du métier actuel. Ah oui, donc la formation de base, tu as une formation bancaire. Alors, la formation de base, c'est Sciences Po. Oh, Le excuse-moi, métier, c'est quoi? la formation de base, c'est Sciences Po. Sciences Po? Ah quand même! Ah, monsieur, Sciences Po Toulouse. Puis ensuite, eh ben, l'administration, comme la plupart des Sciences Po, donc les assurances, la banque, puis le départ. Ah, entre-temps, un petit peu de journalisme quand même, Ah, voilà une bonne chose. lien avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui. D'accord. Donc, une Sur année et demie de journalisme dans la presse étudiante, donc des interviews de sportifs, de chanteurs, pour des journaux comme Transfac, Move, la presse purement mmh, étudiante. mmh, Après, il se trouve que ma société a été rachetée par un grand groupe parisien de presse mmh. qui m'a proposé de venir travailler à Paris. Je n'ai pas eu vraiment envie, comme tout bon provincial qui se respecte. C'est joli Paris Et pourtant. ah oui, ah mais Paris, la plus belle ville du monde, certes, mais bon, pour y travailler, j'avais pas tellement envie. Et il se trouve que j'ai eu une opportunité au Canada. Donc, je suis parti au Canada au début des années 2000 pour principalement retrouver quelqu'un que j'avais rencontré là-bas, Mmh, mais aussi travailler. Et c'est là que j'ai croisé la route de certains clients d'accord. actuels. Voilà. Sciences Po, c'était quelque chose de naturel pour toi? Absolument. J'adorais l'histoire. J'adorais l'histoire, la politique en général, qui Mmh. m'intéressait beaucoup. Donc oui, c'était tout à fait un domaine qui m'intéressait. Je suis d'une famille de littéraires hein, à la base. Tous mon père, mère, sœur, tante, tout le monde est prof de lettres, ou était, puisque certains ne sont plus là. Mmh. Donc, il y a quelques gènes. Mais moi, j'étais un peu le mouton noir de la famille parce que j'étais parti faire un bac C, donc S actuel, donc les maths. Bah, c'est Et puis, scientifique. je me suis lamentablement vautré. Et j'ai choisi, j'ai pas voulu faire des études littéraires à la fac parce que c'était reconnaître que je m'étais trompé. Donc, je suis parti vers Sciences Po où je me suis vraiment coulé comme un poisson dans l'eau. J'ai adoré l'ambiance Sciences Po, du moins à l'époque, dans les années 90. D'accord. Voilà. Donc, si on comprend bien, pour parler de ce que tu fais aujourd'hui, ça, tu as des circonstances atténuantes puisque, comme tu le dis clairement, c'est la faute à ta famille, hein. Voilà, tu accuses ta famille d'être responsable. Oui, 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 parce qu'on n'avait pas le droit à la télé à la maison, Ah bon? donc il fallait lire. Ah oui, monsieur. La télé n'est arrivée dans la maison, je devais avoir 15 ans et on avait droit 1 heure par jour, si ce n'est par semaine, mais on devait lire. Donc c'est ça, déjà, c'est une base importante. Ensuite, j'ai un père qui écrivait lui-même et qui d'ailleurs un jour a écrit sa biographie.
D'accord. C'est assez marrant parce que tout le monde lui disait tu devrais publier, tu devrais publier. Il refusait en disant que ça n'intéressait personne. Or, sa biographie a vendu 14 000 exemplaires, ce qui est énorme quand on connaît le marché du livre en France. Mhm. Donc, certes, ça m'a intéressé, mais ce n'est pas vraiment ce qui déjà m'a décidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, mais c'était les petites touches. Donc, entouré de littéraires, la lecture, voir un père qui écrit, c'est sûr qu'il se passe des choses. L'inspiration littéraire, c'était qui? L'inspiration littéraire, c'était de voir mon père au travail, en Oui, oui, non, fait. non, excuse-moi, ça veut dire quel auteur plutôt? Quel auteur? Tu avais un auteur en particulier? Absolument pas. Je lisais ce qu'on me donnait, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans la bibliothèque familiale. J'ai eu Mhm. des parents qui m'ont fait, tu vois, ils ont commencé par me faire lire des bandes dessinées, puis Jules Verne, puis Zola, et on a progressé comme ça dans la littérature. Mhm. Mais en fait, euh, certes, ça me plaisait, mais ce n'était pas forcément une passion, la lecture. Je le faisais, Mhm. c'était plus une occupation Mhm. qu'autre chose. En fait, ce que j'aimais lire réellement, c'était la presse, l'actualité. J'aimais beaucoup ça. Et j'avais toujours un peu cette idée, j'aimais bien voir les gens interviewer, mais pas du tout avec l'idée d'en faire un métier un jour. Tu vois, je Mhm. lisais beaucoup d'interviews, d'articles, plus les romans que me donnait mon père. Pas de biographie, j'en avais jamais lu. À part celle de mon père, je crois que c'est la première que j'ai lue dans les années, fin des années 90, tu vois. Ben, le déclic, c'est quoi? Donc, Oh, le Sciences déclic. Po, l'administration, le Canada, le Voilà, déclic? alors entre l'administration et le Canada, il y a eu cette année de journalisme. Oui. J'ai beaucoup aimé cette idée d'interroger les gens et de les faire parler d'eux-mêmes. Ça me plaît. La Mhm. curiosité pure. Qu'est-ce que vous faites, comment, etc. Bon, faire un petit article là-dessus. Et je voyais que mes articles plaisaient aux journaux qui m'achetaient mes Mhm. piges. Mhm. Bon, je pars au Canada, croyant évidemment qu'on attendait le grand journaliste français Daniel Ojoula. Bon, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc, j'ai regardé les secteurs qui recrutaient, c'était le secteur bancaire. Donc, je suis reparti dans la finance. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce qu'on retrouvait les chiffres et puis l'ambiance bancaire qui n'est pas très rose. Mhm. Et le déclic, c'est très simple, c'est une amie qui travaillait avec moi dans la même agence bancaire que moi, qui s'appelle Catherine, Mhm. qui m'a dit, tiens, j'ai une amie qui écrit des biographies. Est-ce que tu sais comment ça marche, toi qui as été journaliste? Je dis non, pas du tout. Et je me suis renseigné sur Internet et j'ai découvert cette dame sur Internet qui faisait des biographies. Je me suis dit, mais c'est génial. En fait, c'est une grande interview, une biographie. Ouais, c'est ça. C'est 10 heures, 15 heures d'interview, tu crées un lien et au lieu de faire un article, tu fais un livre. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et ça, c'était en 2006. Et tout s'est vraiment bousculé cette année-là, à ce moment-là. Il se trouve que bon, j'étais un petit peu. La France me manquait, certes, Mhm. mais aussi le milieu bancaire ne me convenait pas, même si j'avais de bons résultats, c'était dur. C'était un milieu très dur. Et je me suis dit, tiens, pourquoi j'écrirais pas moi aussi une biographie? Et en fait, je continue, hein, si tu veux, mon histoire très. Ah oui, non, mais non, non, mais c'est intéressant puisque on va en arriver évidemment, au C'est, pourquoi, j'ai souhaité, t'accueillir aujourd'hui. voilà, j'ai contacté la dame qui travaillait Mmh. dans le Gard, qui faisait des biographies. Je lui dis peut-être qu'on pourrait travailler ensemble, comme ça, par téléphone. Mmh. Moi à Montréal, elle dans le Gard. Et elle me dit oui, rencontrons-nous. Alors je suis parti, j'ai pris l'avion, je suis allé voir cette dame. On s'est bien entendu. On a même initié un début de collaboration. Mmh. Et à mon retour au Canada, elle me passe un petit coup de fil. Elle me dit envoyez-moi quand même un CV. C'est un peu long, mais c'est un peu fou le truc. Mmh. Envoyez-moi un CV. Et je lui ai envoyé mon CV, mais je me suis trompé d'adresse. Je l'ai envoyé en fait, elle avait deux adresses, le Gard et Paris. J'ai envoyé à Paris. C'est arrivé chez quelqu'un d'autre qui était en fait la plus grosse boîte de biographie en France. Et je t'assure, c'est quelque chose d'incroyable. Mmh. Et donc, j'ai un monsieur qui me téléphone au Québec, qui me dit, vous vous êtes trompé, vous m'appelez madame déjà. Bon, Sébastien Moreau, le gérant de votre biographie édition.
Et il me dit, ça tombe bien, je cherche un auteur au Québec. Ah ben, je dis, ben, c'est fou, bon. Et moi, j'ai peut-être un client à vous proposer. Et je m'étais entretenu avec mon cousin qui souhaitait faire sa biographie avec moi. Je lui avais déjà parlé par téléphone. Et j'ai écrit ma première biographie en interviewant un cousin en France par téléphone. Et j'ai envoyé mon texte à Biographie Édition, qui a trouvé ça sympa. Et on s'est rencontrés, j'ai repris l'avion, on s'est vu à Paris et on a fait affaire ensemble, puisqu'il m'a dit, ben, si j'ai des contrats au Québec, je vous les envoie. Et j'ai dit, monsieur, mais entre-temps, moi, je vais rentrer en France. Et tout ça, ça s'est passé en une quinzaine de jours. Des D'accord. rencontres improbables. Mhm. Et le déclic, voilà, d'une personne qui m'a dit, je connais quelqu'un qui fait des bios. Je me suis lancé en l'espace d'un mois. Et un mois plus tard, j'étais en France à l'Île-sur-Sorgue parce que j'avais décidé de quitter la finance, de revenir en France quelques mois. Je me suis installé à l'Île-sur-Sorgue et le métier de biographe a commencé comme ça. Voilà, un concours de circonstances et des rencontres. Ah bah attends, Ni il me plus manque ni une info quand même. Et la dame dans le Gard? Alors, la dame dans le Gard, en fait, elle avait souhaité, entre-temps, c'est ça, entre-temps, elle avait souhaité arrêter son métier de biographe pendant un an pour convenance personnelle. Mhm. Et j'ai reçu son mail à un truc comme 14 heures. Mhm. Et à 15 heures, j'avais l'appel du D'accord. président de la société parisienne Donc qui ça me tombait disait, bien. je veux travailler avec vous. Tout s'est fait en quelques heures. Je suis tombé comme ça d'un coup et je suis remonté, j'ai remonté la pente de l'autre côté. Et là, j'ai dit, coup de bluff en fait, j'ai dit, je vais abandonner ce métier de finance et de banque Mhm. et je vais rentrer me ressourcer chez moi. Donc, j'ai débarqué à Lille vraiment avec un carton, un appartement vide et un ordinateur. Et l'aventure biographique a commencé comme ça. Voilà. Alors, la question elle est un peu basique, mais c'est quoi un biographe? C'est quoi son métier? Un biographe, il écrit la vie des autres, tout simplement. Ah, C'est un auteur, un écrivain qui écrit la vie des gens, qui le convoque chez eux et on me raconte, tu me racontes ta vie et je l'écris. J'en fais un bouquin. C'est ça, le biographe. c'est c'est un psychologue, Non, c'est un mais basiquement, psychothérapeute? c'est ça. Après, je peux rentrer dans le détail, mais concrètement, c'est ça. Oui, non, mais c'est je me rappelle quand j'ai fait l'interview il y a 10 jours de Frédéric Pignon et de Magali Desguigado, puisque tu as été, le biographe du livre qui est sorti, du livre Nomade. Je leur ai dit: «Mais attendez, c'est parler à quelqu'un déjà que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais c'est un peu me mettre à nu, c'est dévoiler des Absolument. trucs» et d'ailleurs ils le reconnaissent dans le livre, c'est assez impressionnant. Heu, Comme ça, on peut le faire, Ah, ben, oui, ah oui, oui, la preuve. Le En fait, si tu veux, nombre de personnes se disent: «J'ai envie de raconter ma vie, j'ai envie d'en faire un livre». oui? Et ben, il se trouve, la difficulté, c'est que ces personnes me trouvent. Et une fois qu'elles m'ont trouvé, c'est facile. On se rencontre et on crée un lien, on crée une empathie, on crée un lien et on commence à se raconter. Alors souvent, ben, les personnes commencent à parler d'elles-mêmes ou alors moi-même, je commence à les interviewer à l'aide d'un questionnaire. Mmh. Mais c'est créer un lien, tout simplement, c'est ça l'idée. Mais on va dire, c'est pas moi ou c'est pas les sociétés qui me font travailler qui vont aller au-devant des gens en leur disant écrivez votre vie. C'est eux qui viennent à nous. C'est souvent, on va dire, à 90% des personnes qui vont aller sur Internet, qui vont taper biographe et qui vont tomber sur les différentes structures qui proposent ce service. Donc, en fait, il faut déjà qu'il y ait une envie de la personne ou une envie de ses petits-enfants. Papy, ça serait bien que tu nous racontes ton histoire, que tu en fasses un livre et que tu laisses ça Mmh. dans la famille. D'accord. Voilà. Une biographie en général, c'est plus à titre personnel pour sa famille ou c'est justement pour éditer un livre et l'utiliser comme objet de communication ou pour faire connaître un peu se faire connaître un peu plus? Alors, en ce qui me concerne, à 90%, c'est personnel. C'est pour la famille et les proches. C'est de la biographie dite privée. Mmh. Donc, c'est comme je viens de t'expliquer, quelqu'un qui veut laisser un témoignage à ses proches ou à ses amis ou à ses employés. Ça peut être un chef d'entreprise qui Mmh. veut expliquer D'accord. qui il est, ou les proches qui
souhaite faire raconter à quelqu'un. Ça, c'est vraiment 90%, on va dire, du marché de la biographie telle que nous la concevons nous. Mhm. Maintenant, il y a 10%, en effet, c'est de la biographie destinée au public. Alors, ça peut être un public captif, c'est-à-dire les clients d'une entreprise, ses fournisseurs, mais ça peut être aussi le grand public, c'est-à-dire une biographie destinée à la commercialisation, comme celle, par exemple, de Magali et Frédéric. D'accord. Pourquoi faire appel à un biographe? Moi, si je prends une feuille blanche là et un stylo, je peux écrire par moi-même. Ah, tout à fait, tu peux, mais ça ne sera pas aussi bien. En fait, moi-même, je ne sais pas vraiment écrire pour moi. Donc, le but, le biographe crée un lien et un dialogue. Donc, en fait, si tu écris pour toi, c'est possible parce que j'ai parfois des clients qui ont déjà écrit pour eux le fameux journal intime ou quelques Mhm. pages, Tout à fait. mais entre toi et ta feuille blanche. Donc, tu vas certes écrire des choses, Mhm. très bien, mais tu ne vas pas aller chercher ce que le biographe va chercher. Euh, En particulier, ma conception de la biographie, parce que j'ai des collègues qui ne fonctionnent pas pareil, ma conception, c'est d'aller chercher l'information. C'est-à-dire que je vais poser des questions, je vais enquêter, je ne vais écrire que ce que tu souhaites. Attention, je suis à ton service, je suis ton biographe. Ce n'est pas moi qui écris mon livre, je ne me fais pas plaisir C'est moi. important ça. J'écris ton livre. C'est Mhm. ton nom qui est sur la couverture, ce n'est pas le mien. Mhm. Donc, je vais aller chercher les informations parce que je me mets à la place du lecteur lambda qui ne sait pas qui est Tata Ginette ou Tonton Paul. Mhm. Et moi, j'ai besoin que mon lecteur sache d'où vient Tonton Paul ou Tata Ginette, ou des Mhm. faits. On va te dire, je me suis marié en 1934. Oui, très bien, mais c'était où, c'était comment? Il faut un décor. D'accord. Donc, en fait, le biographe, il va aller chercher du détail. Et D'accord. si le narrateur, toi, Alain, ou Magali, ou Frédéric, ne m'en fournit pas assez, je vais chercher moi-même de l'info. Ça peut être auprès des proches, avec évidemment l'accord de mon narrateur et de ma narratrice, ou je vais chercher sur Internet pour aller vérifier une date, une information, pour après qu'on ait un récit qui soit crédible parce que, évidemment, si la personne se trompe dans sa biographie sur le début de, je dis n'importe quoi, du début de la guerre d'Algérie, Mhm. ça remet en cause son propre récit. Donc, le biographe, il sert à ça, à aller chercher l'info. Il sert aussi, et c'est finalement à 50-50 au niveau importance, à écrire un joli livre avec des beaux chapitres et des belles phrases qui ne trahit pas le narrateur, mais qui soit bien rédigé. J'ai l'impression que en amont, il y a un travail de recherche, il y a un travail de fond qui est très conséquent. Donc le livre dont qu'on a découvert à Avignon, c'est celui donc de Nomade, le livre de Frédéric Pignon et de Magali Delgado. Hem, il a fallu quoi? 2 ans pour le constituer, pour le créer? Un an, on va dire vraiment un an, quasiment un an. C'est un projet qui a démarré sur les chapeaux de roue, parce que c'est vrai qu'habituellement, entre l'idée du narrateur d'écrire un Oui. livre, Mmh. la rencontre avec moi, la signature d'un beau contrat où chacun s'engage dans ses Mmh. droits et devoirs, ça c'est très important le contrat, et le démarrage de la biographie en elle-même, c'est-à-dire de la première séance d'interview, il s'écoule, allez, entre 2 mois et parfois 6 mois. Ça mûrit. Là, en quasiment une semaine, Mmh. l'affaire était faite. Donc, on voit que le projet était déjà bien mûri. Et ensuite, ça a été un an d'interview parce que le projet a quand même été très, très conséquent. La preuve, on était parti au départ pour faire 150 pages. On a un premier tome qui en fait 350 Bah et oui. on a attaqué, c'est un scoop, hier soir, le deuxième qui va en faire autant. Donc on aura 700 pages au total et Frédéric commence déjà à évoquer le tome 3. Donc on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Mais globalement, on va dire qu'une biographie traditionnelle, familiale, pour un contexte, pour donner aux proches, entre 3 et 6 mois, le livre est terminé. On peut aller encore beaucoup plus vite,
mais j'estime que ce n'est pas du bon travail, pour Quand, tout un tas de raisons. ouais, quand tu 3 à 6 mois, quand tu dis un an, c'est un rendez-vous, 1 fois par mois, 1 fois par semaine? Voilà, une biographie toujours pareille, on va dire traditionnelle et familiale, un rendez-vous tous les 15 jours, un D'accord. rendez-vous de 1 à 2 heures, Mmh. suivant la capacité d'explication du client. Une Mmh. heure, c'est un minimum. Souvent, on ne s'est pas assez dit de choses et se quitter au bout d'une heure, le client a encore des choses à Mmh. dire le plus souvent. 2 heures, c'est parfait. 3 heures, c'est trop parce que là, c'est le biographe qui Mmh. ne comprend plus rien à ce qu'on lui Fatigue. Mmh. explique. Oui, oui, non, mais complètement, oui. C'est vrai parce que moi, on me raconte, le narrateur connaît son histoire, moi, je ne la connais pas. Donc, je dois y entrer dedans. Et c'est vrai que voilà, donc c'est des moyennes, on va dire 2 heures tous les 15 jours, c'est une moyenne. Et pour écrire une vie complète d'une personne de 70, 75 ans, Mmh. il faut compter, allez, une dizaine d'heures d'entrevue. Souvent, tu as fait le tour d'une vie complète. Magali et Frédéric, c'est très particulier parce que d'abord, c'est une biographie destinée au grand public. Oui. Donc, l'écriture va être différente. Là, il va falloir vraiment aller chercher beaucoup plus de détails, sans compter le fait que Magali et Frédéric ont une vie exceptionnelle. Tout à fait. Il est rare Mmh. de rencontrer des personnes qui ont eu la Exactement. vie Mmh. qu'ils ont vécue. Voilà. Donc, une biographie classique, on va dire 10 heures d'entrevue, 3 mois de rencontres, et globalement 5 mois, vous avez une biographie classique pour la famille. Bien. Pour bien comprendre la chose, une biographie traditionnelle, c'est combien? 150 pages? Oui, absolument, c'est ça, c'est 150, 200 pages. Ça dépend de ce que va raconter la personne. Ouais, Toujours pareil, le débit plus ou moins rapide, ouais, les explications, les détails. Tu peux faire une magnifique biographie en 80 pages. d'accord. Mmh. Tu peux en faire une qui est un peu ennuyante, ennuyeuse en 200 pages, tu vois. Mmh. C'est c'est toujours très difficile de quantifier dans ce métier. Donc, en nombre de pages, en nombre d'heures, c'est compliqué. C'est une biographie, c'est comme, une pièce de théâtre, on va découper par chapitre, on va découper comme on sait c'est ça le travail de fond le plus important? C'est de fixer le cadre, puis après foncer? Le cadre, en fait, on le fixe dès le départ. On va demander à la personne, est-ce que vous voulez raconter un épisode particulier de votre vie, votre D'accord. guerre, par Mmh. exemple, la naissance de votre fils, vos enfants, ou une vie complète. Et en fonction de ça, on va s'adapter. J'ai fait un certain nombre de biographies depuis que j'ai commencé. Il n'y en a pas une qui soit pareille. C'est-à-dire que d'abord parce que les histoires sont différentes, bien Mmh. évidemment, mais en plus, je vais comment dire, faire parfois comme un film, démarrer par la fin et continuer par la naissance, ou alors je fais du tout chronologique, ou alors, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Mmh. Il faut aussi se faire plaisir littérairement parlant aussi. Il ne faut D'accord. pas que ça soit toujours pareil, parce que ça peut être, il faut que le biographe aussi trouve du plaisir. Alors certes, à la rencontre, à la curiosité, etc., mais tu as le plaisir aussi d'écrire qui fait que parfois, tu vas t'amuser, entre guillemets, à faire quelque chose un peu différent de la chronologie basique. Mes parents étaient telle personne, je suis né telle date, je me suis marié à telle autre, jusqu'à la retraite. Mmh, Donc, d'accord. en fait, le gros du travail, en fait, c'est d'arriver à, enfin, c'est pas d'arriver, c'est de faire parler les gens, d'aller les chercher sur des choses qu'ils n'auraient jamais dit tout seuls, ou qu'ils ont oublié. Parce qu'en fait, le dialogue avec le biographe fait que tu tires sur le fil de la mémoire, et dans 100% des cas, on me dit: ah, mais ça, jamais j'aurais pensé m'en souvenir, ah, mais ça, jamais j'aurais pensé vous le dire même. Et puis, voilà, c'est ça. Le gros du boulot, c'est ça. Faire parler la personne, et puis avoir de l'info et de la matière. Oui, mais justement, quand tu l'as fait parler, comment est-ce que tu fais pour transposer ces propos à l'écrit? Alors, C'est un sacré boulot ça, hein? sur le plan technique, Mmh. c'est un enregistrement. J'enregistre la personne qui me parle. Ensuite, je réécoute au Mmh. casque ce qu'elle m'a dit, Mmh. et je retranscris sur mon écran d'ordinateur les D'accord. propos, en essayant déjà, on va dire, d'un peu améliorer le style.
À une époque, je faisais de la retranscription mot à mot, puis j'écrivais le texte, ce qui prenait un temps fou. Là, Mmh. c'était, on Mmh. va dire que 1 heure d'interview, j'avais 20 heures de travail Ouais. derrière. Mmh. Là, 1 heure d'interview, j'ai globalement entre 8 à 10 heures de travail parce qu'avec l'habitude, je sais comment je vais mener mon scénario de livre. D'un certain temps, ça devient un réflexe. Donc, j'écoute la personne qui me parle, ce qu'elle m'a dit déjà en entretien. Il faut savoir qu'en entretien, je ne prends aucune note, j'enregistre. Parce que prendre des notes, déjà, c'est casser un peu le rythme, la personne te voit écrire. Bon. Donc, je laisse parler, je griffonne quelques questions. Bon. Donc, arrivé dans mon bureau, j'écoute ce que m'a dit mon client Mmh. et je commence la rédaction de mon texte. Et là, c'est le premier jet littéraire, c'est le brouillon. Et quand j'ai un certain nombre déjà d'heures d'entrevue avec la personne, souvent 4-5, Mmh. là, je commence vraiment une rédaction D'accord. plus littéraire du document. Voilà, je travaille comme ça, par étapes. Direct en jeu, la radio insolite avec Daniel, qui est le biographe du livre Nomade de Magali Delgado et de Frédéric Pignon. Maintenant est venu le moment où il faut que je te pose une question, on va dire question insolite. Est-ce que tu me le permets? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Je t'ai dit, le moment est venu à ce que je te pose une question insolite. Est-ce que tu me le permets? Ah ben, je t'en prie. Faut-il que ça soit un document écrit? Faut-il que ça soit un document audio, les fameux podcasts? Faut-il que ça soit un livre papier? Faut-il que ça soit un livre en PDF, donc sur informatique? Faut-il que ça soit un film? Bon, C'est moi qui choisis? ou n là, moi, je fais de l'audio, je fais de la vidéo. Toi, tu fais de l'écrit. Oui. Heu, Comment est-ce qu'on fait pour choisir? C'est la base de ton métier, l'écrit. Mais est-ce que Oui, tu pourrais envisager, par exemple, de faire, ce qui se fait de plus en plus maintenant, des podcasts audio, par rapport à ce type de choses? pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je fais, moi, ce que je pratique, ce sont des interviews de certains de mes clients en podcast, oui. Oui. Mais moi-même, excuse-moi, Alain, je ne comprends pas bien. La symbolique du livre papier, c'est quoi? C'est le fait de c'est pas la même chose que d'écouter, comment dire, une émission ou un podcast. Absolument. Le livre papier, déjà, se conserve, se met dans une Mmh. bibliothèque. Donc, D'accord. si tu veux, j'ai un côté, le produit, pour parler marketing, le produit Oui, final exactement, tout à fait, c'est ça, oui. voilà, est un produit qui se conserve. Donc, d'où le but de la biographie aussi, de garder la mémoire de la famille. Donc, quelque part, les narrateurs et les clients souhaitent conserver cet objet papier qu'ils vont D'accord. pouvoir ouvrir, manipuler. Et je pense que c'est plus pérenne, pour employer un mot savant, Oui, que l'audio, à mon sens. oui, voilà, très Je peux bien, me oui. tromper. Alors, pour rejoindre un petit peu, pour rester dans le cadre de ta question, euh, on a essayé à une époque ce qu'on appelait les livres audio. C'est-à-dire Oui, on voilà. fournissait un Mmh. CD-ROM Mmh. uniquement d'interviews des Mmh. personnes. Mmh. Et ça n'a pas fonctionné parce que déjà, le vis-à-vis était souvent impressionné par l'objectif. Donc, Mmh. il y avait ce côté-là, pas naturel, qui était très Mmh. compliqué à obtenir. Et ensuite, maintenir une attention qui est ton rôle d'ailleurs actuellement, de relancer. Et ça, c'est un vrai métier. Moi, je sais écouter et écrire D'accord, j'ai derrière. compris. Relancer pour faire du visuel ou de l'audio, je pense que c'est un vrai métier. Il faut avoir fait une école pour ça, le pratiquer. Et ça n'a pas rendu quelque chose de bien. D'accord. Voilà. Hem, 50, 150, tu en as combien de biographies? Ah, là, actuellement, j'écris ma 127e biographie. 127e, et c'est toujours Voilà. le même plaisir comme au premier jour? Absolument. Absolument. Ça, alors, garanti, puisque tu rencontres toujours des personnes différentes. J'étais encore chez quelqu'un hier après-midi et c'était un enchantement. Et c'est pas comment dire, un Mmh. enthousiasme
provençal de dire ça. Non, non, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est 15 années, presque 130 bio, c'est 130 vies. C'est fantastique. J'ai vécu 130 vies. C'est absolument ça. Alors, je ne te dis pas qu'il n'y a pas eu certains moments où j'ai pu ressentir une petite lassitude Ouais, euh, parce que j'avais l'impression d'entendre les mêmes histoires à un moment donné. J'ai eu exactement. une série de personnes, c'était un peu semblable. Et oui, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour. Et puis non, on n'a jamais fait le tour parce que ça recommence, ça recommence. Alors, c'est vrai que je m'étais fixé un nombre à un moment donné. Tu te dis, allez, je vais en faire 50. Et puis tu passes les 50. Puis, oh, ben, je vais en faire 100 quand même. Et c'est vrai que mon principal éditeur m'avait dit à une époque, tu sais, voilà, si tu fais une biographie par an et si tu en fais 12 dans ta vie entière, ça sera super. Tu en vivras jamais. Ça, c'était sa phrase. Il me mettait Mm, toujours en garde à ce niveau-là. Tu n'en mm. vivras jamais. Alors, tu connais la fameuse phrase, vous en vivez de votre métier? Eh bien, oui, oui, oui. Et D'accord. en fait, je ne sais pas, ça s'est enchaîné comme ça, les projets se sont enchaînés. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup de recommandations. On vit Mm. beaucoup sur le bouche à oreille. Donc, la personne qui a fait dit, tu devrais rencontrer. Bon, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Frédéric et Magali. Là aussi, notre rencontre est quelque chose d'absolument incroyable. Mais non, on se lasse pas, on se lasse pas, c'est toujours super, on découvre toujours des... Et puis on apprend, parce que là, je travaille avec quelqu'un qui est venu d'Italie tout jeune, ses parents ont fui la misère, Mm. et je découvre cette diaspora italienne que je ne connaissais pas. Donc ça m'apprend, allez, je vais chercher en quelle année ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé, par où il est passé. Quand il me décrit le tunnel sous la montagne, des choses, ça a Mm. un écho en plus avec l'actualité, ce qui se passe actuellement dans la ville de D'accord. Menton. Mm. Et c'est fabuleux, donc je peux faire des comparaisons entre ceux qui venaient à l'époque, ceux qui venaient aujourd'hui, et comment tu as été accepté, comment... C'est fantastique. Et puis après, le plaisir de rédiger à la maison, et donc non, on s'en lasse pas, on s'en lasse pas. Allez, dernière question, parce que les bonnes choses ont toujours une fin, malheureusement. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, mon Dieu. Alors j'ai un rêve et un projet. Oui. Mm. J'ai le projet d'aller m'établir à nouveau à Montréal, au Canada, avec ma D'accord. famille, avec mon Mm. épouse. Donc ça, c'est vraiment le grand rêve actuel et lancer cette idée des biographies au Québec. D'accord. Parce que actuellement, ça n'existe pas, du moins Mm. je le pense. Mm. C'est un pays très jeune. Oui. Je vois que les personnalités, acteurs, chanteurs commencent à écrire leur biographie. Mhm. Donc, ça prouve que le marché de la biographie commence à s'ouvrir. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les citoyens québécois. Et j'aimerais bien être celui qui va exporter ce beau métier et ces beaux témoignages de l'autre côté de l'Atlantique, puisque je suis franco-canadien, comme tu le sais peut-être déjà. D'accord. Bon, bah, écoute, Voilà, c'est mon grand rêve. d'accord. Bon, bah, c'est que ton rêve devienne réalité à ce moment-là. Merci, mon cher Alain, Moi, je merci. voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes parce que d'un côté, c'est vrai que j'avais envie de faire découvrir ton métier de biographe. L'autre côté, bah, évidemment, on a parlé de Frédéric et de Magali. Moi, j'ai rigolé en disant, bah, après le livre, logiquement, c'est le film, puisque bon, Jean-François Pignon, qui est le frère de Frédéric, lui est plus dans la partie documentaire et film. Mhm, Le dernier en date, il l'a fait avec Florent Pagny quand il est parti il y a 2 ans en Patagonie. Donc là-dessus, mhm. c'est vrai que peut-être un jour, tu vas te retrouver en tant que biographe, metteur en scène ou je ne sais quoi exactement. Ok. Pourquoi pas, mais l'idée flotte dans l'air. En tout cas, ben, je vais te dire que ben, rendez-vous pour le tome 2, parce que c'est vrai que, attends, euh, on va voir si c'est facile. Non, tiens d'ailleurs, on va finir là-dessus sur cette question. C'est facile quand on a fait un tome 1 d'en faire un tome 2?
Ah oui, 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 bah, c'est la suite. Donc, on D'accord. reprend là où on s'était arrêté, chronologiquement parlant. Moi, je sais évidemment ce qui arrive, donc je suis très confiant sur Mmh. le D'accord. succès du tome 2 et son intérêt, surtout, Mmh. pas seulement Ouais. son succès, son intérêt. Donc oui, on a recommencé hier, tu vois, c'est tout récent, avec grand plaisir. On s'est retrouvés autour de la table avec le dictaphone au milieu et c'est parti. Donc là, ça va être, on va dire, 6 mois de travail et je pense que cet été, la suite arrivera. Enfin, cet été, je me permets de rappeler que, vous saurez qu'évidemment, ça va être mon 6e festival Oeuvres d'Avignon, enfin, et ça va être en particulier, comment dire, Monteux et les Estifonies, mais ça va être surtout le livre sur la Sorgue et le spectacle qui va se dérouler, du 1er au 12 juillet. N'hésitez pas à aller faire un tour, hein, sur les sites internet de Frédéric et de Magali. Puis, comment on fait pour te retrouver si on veut? Site internet, page Daniel, Facebook? voilà, Oui? sur Google, Daniel Ojoula, A-U-G-U-L-A-T, biographe. Daniel Ojoula, biographe. On tape sur Google et on me trouve. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, merci et puis plein de bonnes choses à toi. Merci beaucoup de ton accueil, Alain. À bientôt.